Arrêtez-moi si les vidéos ne fonctionnent pas. Normalement, ça devrait aller, mais moi, je vous redirai. Bon, bonjour à tous, je suis Bastien Provost, je suis un des chirurgiens à l'hôpital Marine-la-Longue. Je suis actuellement en mobilité au Canada, ce que je vous invite à faire, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Donc moi, je vais vous parler de la transposition des gros vaisseaux d'un point de vue chirurgical. On va être assez technique. Euh, on va quand même faire un petit rappel historique. On va rappeler des choses que Daniela vient de vient d'expliquer, vient de dire, mais apprendre, se répéter. Après, on va parler de technique chirurgicale, difficultés techniques, et on va brièvement parler de préparation ventriculaire, qui est toujours un sujet intéressant, qui montre qu'on a compris la physiologie. Alors, la physiopathe des transpos, ça vient d'être dit avec ce schéma que vous avez déjà vu, mais c'est toujours intéressant de le répéter. Euh, la problématique de la transposition des gros vaisseaux, c'est qu'on se retrouve avec deux circulations, la circulation systémique et la circulation pulmonaire, qui fonctionnent en parallèle et qui peuvent se croiser uniquement à trois niveaux, au niveau d'une CIA, au niveau d'une CIV et au niveau d'un canal artériel. Donc c'est une cardiopathie cyanogène avec une survie spontanée qui est l'ordre de 10% à un an. On s'en rend plus trop compte aujourd'hui en 2026 maintenant, mais il y a 40-50 ans, quand il y avait peu de solutions chirurgicales pour ces malades-là, on avait une mortalité qui était de l'ordre de 50 à 90% à un an pour ces patients. La physiopathologie des transpos a été comprise dès les années 50. Les études anatomiques, enfin, les études post-mortem et les études faites sur les animaux ont montré dès les milieux des années, le milieu du siècle, dans les années 50, que les patients qui avaient une CIV volontiers large ou qui avaient plus de shunts, ils survivaient plus longtemps. Et donc on a compris rapidement que le mixing intracardiaque était extrêmement important pour la survie des malades. Et donc, on a proposé les premières interventions chirurgicales. En l'occurrence, là, une des interventions, c'est le Blalock and Lone, qui consistait par thoracotomie. Donc, c'est la vue chirurgicale, c'est une thoracotomie droite. Ici, vous avez le massif cardiaque, veine pulmonaire, ici le poumon. Donc, c'est une chirurgie qui était assez héroïque à l'époque. L'idée, c'était de clamper les veines pulmonaires côté pulmonaire et au niveau de l'oreillette. Ça, sur des petits enfants, ça devait être euh, vraiment héroïque, avec des résultats aléatoires. Mais ce qu'ils faisaient à l'époque, c'est qu'ils ouvraient le septum interauriculaire, interatrial, à ce niveau-là. Et ils refermaient, et donc enfin, ils augmentaient le shunt au niveau atrial. Et donc, c'est ce qui préfigure la manœuvre de Rashkin qui est faite maintenant de manière percutanée. Pourquoi on fait pas de chirurgie? Pourquoi on n'y pense pas? Parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas encore de CEC. Et finalement, c'est avec l'avènement de la CEC dans les années 50, 60 que les premières solutions chirurgicales se profilent. En l'occurrence, on réalise à l'époque les switches à l'étage atrial. Il y a deux grands noms qui sont connus. C'est la procédure de Senning qui a été décrite en 57 et Mustard dans les années, un peu plus tard, dans les années 60 à Toronto. Et donc ça, c'est une chirurgie qui consiste à euh, rerouter le sang vers les bons ventricules au niveau des oreillettes. Le problème à long terme, c'est que vous laissez le ventricule gauche en position sous-pulmonaire et le ventricule droit en position sous-aortique. Et à long terme, le ventricule droit, euh, comme vous savez, en position sous-aortique, position systémique, à long terme va devenir défaillant dans la deuxième, troisième décade. Le ventricule va commencer à se dilater, la valve tricuspide va commencer à fuir, l'oreillette va se dilater, les patients vont faire des troubles du rythme à l'étage supraventriculaire, mais aussi potentiellement à l'étage ventriculaire, et c'est le début de la défaillance cardiaque. Alors pourquoi on fait une chirurgie qu'au niveau atrial? Eh bien, difficulté diagnostique tout d'abord. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'échographie comme on le fait aujourd'hui. Donc
C'était beaucoup plus difficile sur juste un examen clinique et un examen radiologique, sur des radiographies pulmonaires, de faire un diagnostic précis. Difficulté de management, notamment en réanimation périopératoire. Et enfin, les techniques microvasculaires étaient pas encore au point, notamment la taille des fils ne permettait pas probablement de faire une bonne réimplantation des coronaires. C'est dans les années 70, donc il y a 50 ans, que le docteur Jaten a décrit l'intervention de switch à l'étage artériel telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça a été vraiment une avancée formidable pour ces malades-là. On va revoir la technique chirurgicale par la suite. Euh, le concept de cette intervention chirurgicale, donc ça c'est une vue d'artiste mais qui est très parlante. Donc si ça c'est en préopératoire, vous avez deux gros vaisseaux qui sortent en parallèle des ventricules du massif biventriculaire. Et en fait, le principe d'intervention, ça va être de remettre la bifurcation pulmonaire au-dessus du ventricule droit et l'aorte ascendante au-dessus du ventricule gauche, sans oublier de faire un transfert des artères coronaires vers le culot néo-aortique. Dans les début des années 80, le docteur Lecomte décrit la manœuvre très célèbre qui porte son nom, qui consiste à déplacer la bifurcation pulmonaire en avant de l'aorte ascendante. Par la suite, pour continuer un peu cette historique, donc dans les années 84, là, donc ça c'est il y a tout juste 40 ans, hein, Castaneda a décrit les premières séries de switch néonatales. Pourquoi? Parce que dans les années 70, là, les séries de Jaten, etc., c'est des enfants à opérer un peu plus tard. Euh, Probablement, il y a un certain nombre de patients avec des transpos avec CIV. Et donc, c'est dans les années 80, donc puis il y a tout juste 40 ans, qu'on décrit les premières séries de switch néonatales. Et ensuite, ça a pris dans le monde entier. Il y a eu une petite période de transition dans laquelle le switch artériel était était associé à une mortalité, une surmortalité était marquée. Et c'était difficile de défendre de faire réaliser un switch artériel alors que le switch atrial permettait des bons résultats immédiats. Mais rapidement, on s'est rendu compte que passé 20 ans, le, l'avantage du switch artériel était certain. Et puis finalement, la technique s'affinant, on a réussi à obtenir une mortalité, enfin des résultats opératoires extrêmement satisfaisants et une mortalité opératoire très faible aujourd'hui. Alors les lésions associées, Daniela les a déjà évoquées, donc on va parler des CIV. Alors là, c'est CIV tout venant, et puis il y en a y avoir qui vont être larges, d'autres très restrictives. Donc c'est un peu moins de 50% des malades. Une sténose de la voie pulmonaire. Donc la voie pulmonaire, c'est la voie qui va être mise en position aortique. Donc ça peut poser un problème. Si la voie pulmonaire est trop sténosée, on va potentiellement pas pouvoir l'utiliser pour faire la voie d'éjection du ventricule gauche. Ça ne pourra pas assumer le débit systémique. Donc ça peut amener à reconsidérer l'indication opératoire, en tout cas la technique chirurgicale proposée. Des coartations associées ou hypoplasie large, 10, 15, 20% des cas selon les séries. J'ai marqué techniquage différent, ça c'est pour les réanimateurs que vous êtes, parce que étant donné qu'on va chez ces malades-là réaliser une plastie de l'arche aortique en même temps, on aura besoin de monitorer la pression euh, à la main droite, parce que ça va être la seule qui va être disponible lors du clampage des transsupports aortiques, lors de la circulation cérébrale. Donc en fait, on demande il faut avoir une pression artérielle sanglante à droite. Et ensuite, les anomalies coronaires, selon les séries, selon comment on définit anatomie coronaire, anomalie coronaire ou pas, entre 20 et 40% des cas. Vous êtes toujours là ou pas? Parce que je vois pas mon écran, j'ai pas de retour. Oui, Ah, ok, super. Alors, pour ce qui est des indications opératoires, euh, là dans ce topo, on parle principalement des transpos sans CIV.
Donc les transpos CIV, c'est switch artériel avant 2 semaines de vie. Il y a eu beaucoup de débats, est-ce qu'il faut les opérer plus tôt, plus tard? Euh, la- Actuellement, toutes les séries convergent vers une prise en charge chirurgicale rapide. Rapide, c'est avant 5 jours de vie. Et a priori, l'idéal, c'est de faire autour de 2 3 jours. Transpo CIV large. euh, la stratégie habituelle, c'était de faire un switch artériel avant 3 mois, puis avant 6 semaines. Et des études récentes ont montré que plus on réalise tôt et probablement mieux c'est pour le cerveau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'équipes qui réalisent ces switches plus fermeture de CIV dans les 2 premières semaines de vie. Si on attend trop, Daniela l'a dit, mais on le répète toujours, le risque, c'est que les résistances vasculaires pulmonaires baissent, la post-charge du ventricule gauche diminue et le ventricule gauche se démuscle. Donc, si vous opérez une transpo sans CIV à 3 semaines de vie, eh bien, le ventricule gauche va péniblement réussir à assurer un débit systémique suffisant en post-opératoire. Et donc, ça va être un patient instable avec beaucoup d'adresse, avec sternum ouvert et potentiellement avec une ECMO. Les difficultés de la chirurgie, elles tiennent à plusieurs facteurs. Donc, le timing, c'est très important. Quel malade on opère à quel moment? Euh, la question peut se poser selon vos ressources chirurgicales, selon vos ressources de réanimation. Est-ce qu'on est le week-end, etc. Est-ce qu'on peut faire un Ashkin? Ça dépend des centres. Il y a des centres qui sont plus équipés que d'autres. Il peut y avoir aussi le problématique des petits pois. Ça, c'est le problème de la transpo qu'on n'arrive pas à faire naître à terme et qui naît à 32 semaines. Quel est le bon moment pour opérer cette transpo sans CIV qui a 32 semaines, qui est née à 32 semaines? Les difficultés de la chirurgie, c'est aussi l'anatomie des coronaires, on va en reparler. La différence de calibre entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Mais ça, finalement, c'est au chirurgien de se débrouiller. Il y a toujours une solution. C'est difficile, mais il faut y arriver. C'est comme ça, comme souvent en chirurgie. Le mal-alignement des commissures qui va de pair avec l'anatomie des coronaires. Vous allez comprendre avec des schémas. Le VG sous-pulmonaire et le management périopératoire. Donc le concept de cette chirurgie, ici vous avez une vue préopératoire avec une latérale gauche, avec l'aorte qui est antérieure et droite, et la bifurcation pulmonaire qui est postérieure et gauche. Ici, donc, vous avez le ventricule droit, ici le ventricule gauche. Et le concept, ça va donc être de ramener cette bifurcation pulmonaire en avant, au-dessus du ventricule droit, et l'aorte en arrière, au-dessus du ventricule gauche, avec réimplantation, transfert des coronaires. Les temps opératoires, donc, sternotomie, on prélève le péricarde. Le péricarde, donc le péricarde du patient, on va l'utiliser pour reconstruire la voie pulmonaire. Vous allez comprendre un peu. Je peux peut-être vous montrer tout de suite. Étant donné qu'on va prélever les coronaires ici pour les transférer sur la néo-aorte, on va avoir un défect de tissu artériel pulmonaire et donc on va combler avec le péricarde du patient. Donc on prélève le péricarde, on contrôle les artères pulmonaires, on contrôle le canal artériel. On ne peut pas partir en CEC théoriquement avec un canal ouvert. Ensuite, on regarde l'anatomie des coronaires, la taille des vaisseaux, leur position. On part en CEC et on fait la réparation. Alors, est-ce que la vidéo fonctionne? Oui. Ok, très bien. Oui, Ok, c'est fluide, ça va? On a déjà eu des problèmes par le passé. Ok, on va dire qu'il n'y a pas de problème. Donc là, pour les gens qui sont pas habitués, donc je vous explique un petit peu. Je pense que vous voyez ma souris. Ici, c'est le massif cardiaque. Là, c'est les ventricules, droit et gauche. Les petits filets blancs qu'on voit ici, c'est les coronaires. Donc ça, ce serait une artère infundibulaire. Là-bas, ce serait l'IVA. Et ici, ce serait une branche marginale du bord droit, qui est une branche de la coronaire droite. Ici, vous avez de votre canule artérielle. En dessous, le clan aortique. Ici, vous avez des lacs élastiques. C'est des petits, comment décrire? C'est des petits fils en plastique, élastique, qui sont passés autour des artères pulmonaires.
Ce que vous avez d'autre ici, vous avez les canules de drainage veineux. Donc ici, c'est la veine cave supérieure. Et ici, canule veine cave inférieure. Donc vous drainez et vous injectez dans l'aorte. Donc le premier temps opératoire, c'est l'aortotomie. Après avoir un peu regardé l'anatomie des coronaires par l'extérieur, parce que vous voyez, on voit ici, les coronaires elles sont derrière, dans la grande majorité des cas, on ouvre l'aorte. Donc on fait une aortotomie transverse, à distance des coronaires et à distance des commissures. À distance des commissures, si on est trop près des commissures, on risque de déstabiliser la valve. Alors c'est la valve aortique qui va devenir la valve pulmonaire. Donc c'est pas très grave si elle fuit, mais enfin, c'est pas très grave. C'est quand même beaucoup mieux de l'éviter. Le deuxième temps, c'est le prélèvement des coronaires. Donc ça dépend des centres. Ici, c'est technique main à la longue. On commence par le prélèvement des coronaires, de la coronaire droite. Donc on suit, hop, on va regarder ce schéma. On suit les commissures de chaque côté et on va descendre le plus bas possible au ras de l'anneau pulmonaire. On voit ici la coronaire droite. Donc on prélève la coronaire avec une large collerette de tissu aortique. Ok. Et on va jusqu'au ras. Donc en fait, on prélève tout le sinus adjacent. Et ici, ce que vous voyez, c'est la valve pulmonaire, la valve aortique qui va devenir la valve pulmonaire. On libère bien cette artère coronaire pour pouvoir la mobiliser et la réimplanter exactement là où on veut, dans l'aorte, la néo-aorte qui est postérieure. Ensuite, on prélève de la même manière la coronaire gauche. Donc, pareil, on est au ras de la commissure, on descend le plus bas possible, près de l'anneau aortique qui va devenir l'anneau pulmonaire. On prélève cette coronaire qui fait de l'ordre de 1,5-2 mm au niveau de son ostium. Et ensuite au bistouri électrique, parce qu'il peut y avoir des petits vaisseaux, et on veut pas du tout que ça saigne ici. À la fin de l'intervention, c'est plus difficile à contrôler. On libère la coronaire de la même manière. Ensuite, on réalise l'artériotomie, donc on sectionne l'artère pulmonaire de manière transversale. Et là, c'est encore plus important de rester à distance des commissures, sachant qu'on ne les voit pas par l'extérieur. Donc il faut, la technique, c'est de se mettre juste au ras, sous la bifurcation pulmonaire. Donc là, en fait, l'assistant opératoire, il prend ce petit instrument, ce dissecteur, et il tire un petit peu le cœur vers le bas, de manière à être sûr d'être loin des commissures. Si on déstabilise les commissures ici, donc ça c'est la valve pulmonaire, qui est la valve néo-aortique. Et donc, si on déstabilise ces commissures, on peut se retrouver avec une fuite aortique, néo-aortique, et ça c'est vraiment très problématique en post-opératoire. Donc, on sectionne cette artère pulmonaire. Donc là, vous avez cette petite vue à ce moment-là. Vous voyez ici la coronaire droite, la coronaire gauche, le culot néo-pulmonaire et ici le culot aortique. On va réaliser la manœuvre de Lecomte, donc qui est toujours un peu mystérieuse. Cette vidéo aide un petit peu, mais pas trop, parce qu'en fait, elle est prise dans le, elle est un peu sombre. Le concept, c'est de la manœuvre de Lecomte, c'est de mettre le clan, en réalité, de passer la bifurcation en avant du clan pulmonaire. Voilà, tac. Ça, c'est la bifurcation qui est ici. Et en fait, le clan va se mettre, on va le mettre en avant de la bifurcation pulmonaire. Ça, c'est la manœuvre de Lecomte, qui a changé pas mal de choses parce que ça a diminué énormément le taux de, enfin, ça améliore l'alignement des outlets avec les vaisseaux, enfin avec l'aorte et avec l'artère pulmonaire, et ça diminue le risque de sténose des artères pulmonaires. Ensuite, on va ouvrir, on va faire les incisions, les traits de refend dans la néo-aorte, euh, euh, aux endroits où on veut accueillir les artères coronaires, les boutons coronaires. Donc ici, ici c'est une situation assez simple avec un alignement commissural. Donc on se met globalement au milieu du sinus, un petit peu vers l'avant, et on incise vers le bas. La technique qu'on réalise à Marignane-Longue, je pense qu'à Paris en général, et je pense partout en France, mais il y a d'autres techniques, c'est les chirurgies réimplantation coronaire aorte ouverte. Il y en a d'autres qui font fermer, c'est-à-dire qu'ils anastomosent d'emblée l'aorte, et après ils font un trou dans l'aorte pour réimplanter les coronaires. Nous, c'est la technique décrite dans les années 80, notamment par Dr Planchet à Marignane-Longue, aorte ouverte. Et donc, on réimplante cette coronaire
avec un problème 7-0 très petit, 8-0. On remonte sur les côtés. Là, de manière intéressante pour vous, je vous montre, là, ça c'est une branche infundibulaire, ça ce serait l'IVA, et là derrière il y aurait la circonflexe. C'est passé très vite, je suis désolé, mais en gros, alors je vais refaire un petit peu pause. On réimplante la coronaire gauche, ensuite on fait le même trait de refend pour la coronaire droite. On va de la même manière réimplanter cette coronaire droite. Hop, voilà, vous voyez ici, ça passe très vite. Mais en gros, c'est la même idée. Ensuite, les coronaires réimplantés, eh bien, il nous reste à rétablir la continuité entre le néoculo aortique, le culot néo-aortique et l'aorte ascendante. Voilà, donc là, on a fait toute la face postérieure. Maintenant, il nous reste à faire la face antérieure. C'est un moment où on peut tricher un petit peu, faire un petit trait de refend vers le haut, s'il y a une différence de calibre entre l'aorte proximale et l'aorte distale. Voilà, on continue. Et c'est le moment où, en fait, on peut refaire une cardioplégie. Ça dépend, là, ça va dépendre des centres. Il y en a qui déclampent à ce moment-là. Il y en a qui préfèrent faire la reconstruction pulmonaire à cœur arrêté. Mais théoriquement, c'est un moment où on peut déclamper l'aorte. On peut faire les purges vasculaires. Et ici, vous voyez, on a fait la cardioplégie et donc là, les coronaires sont bien irrigués. Le temps suivant, c'est de reconstruire la voie pulmonaire, la voie droite, la voie néo-pulmonaire. Donc, je vous ai dit on avait prélevé tous les sinus adjacents avec les collerettes, avec les coronaires. Donc ça, ce défect pariétal, on va le réparer avec le péricarde du patient. Il y a d'autres techniques qui existent. Il y en a qui prennent un morceau d'aorte. Il y en a qui prennent des patchs hétérologues. Euh, je pense qu'en France, tout le monde utilise le patch du malade, le péricarde du patient. Et donc, on monte sur les côtés. Et comme ça, vous voyez ce schéma-là en bas à droite, on a bien reconstruit toute ce culot pulmonaire. Ensuite, on n'oubliera pas de fermer la CIA de Rajkin. Donc, on fait une petite excusez-moi, on fait une petite atriotomie droite. Voilà, on a ouvert l'oreillette droite. On ferme la CIA par généralement un petit surjet. 5-0. On noue. Donc là, chez ce malade, là, le cœur bat pas, donc ça veut dire qu'on était resté clampé. Et maintenant, là, on a déclampé parce que cette partie, elle est encore plus simple à faire à cœur battant. C'est-à-dire que si la reconstruction de la voie pulmonaire avec le patch, ça peut être un peu pénible à cœur battant. La réimplantation, la remise en continuité de de ce néoculo pulmonaire avec la bifurcation pulmonaire, ça se fait largement à cœur battant. Et donc, généralement, on déclampe à ce moment-là. Cette anastomose, elle dure, allez, 10 minutes. Ça fait un peu de temps de reperfusion coronaire myocardique. Qu'est-ce que j'ai comme dernière image de cette chirurgie? Voilà. Les suites opératoires. Euh, les suites opératoires, elles sont dominées par le risque coronaire. C'est la complication qu'on redoute. Il y a des anatomies coronaires qui sont plus faciles que d'autres. Dès qu'on est sur des anatomies coronaires complexes, on est encore un peu plus méfiant. Au moindre doute, révision chirurgicale. Euh, Globalement, si vous avez une bonne fonction, si vous avez opéré une transpo au bon moment, il n'y a pas de raison que vous ayez une dysfonction ventriculaire post-opératoire. En tout cas, pas sévère. Euh, notre
Notre attitude, Marie Long, c'est si vous avez une bonne fonction biventriculaire, vous pouvez faire une petite écho pour vérifier. Vous pouvez vérifier le flux dans les coronaires, un bon flux antérograde, l'absence de sténose. Si vous avez une dysfonction ventriculaire, les manœuvres de réanimation habituelles, donc support catécholergique, sternum ouvert, assistance circulatoire à éviter parce que c'est une chirurgie qui peut saigner comme toutes les chirurgies néonatales et donc assez pénible d'avoir besoin d'une assistance circulatoire. Marie Long, les maladies sortent du bloc sous perfan. L'intervention elle est réalisée en normothermie euh, avec une cardioplégie au sang chaud. Il faut s'attendre à une hypoxie provisoire dans les premières heures. En réanimation, les maladies sont souvent hypoxiques initialement. Voilà. Ensuite, anatomie coronaire anormale. Donc, les deux principales classifications historiques, donc la classification de Yacoub. Majdi Yacoub, c'est un chirurgien qui a décrit beaucoup de choses, qui notamment cette classification qui décrivait les types coronaires les plus fréquents, A, B, C, D, E. Il y avait la classification de Marilyn Long en type 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, pardon. Euh, Honnêtement, la classification qu'on utilise un peu plus aujourd'hui, c'est la classification de Leiden, en fait, qui a l'avantage de... Je peux vous envoyer les références bio si vous voulez. Elle a été révisée en plus en 2022, cette classification de Leiden. Elle a l'avantage de permettre aux chirurgiens et à l'anatomiste, au cardiologue, de parler le même langage. Le concept, c'est que le chirurgien, il faut, parce qu'en fait, le chirurgien, il regarde par au-dessus, alors que le cardiologue, il regarde par en dessous. Et donc, ça peut prêter à confusion quand on définit les anatomies coronaires. Donc, cette convention, cette classification de Leiden, le principe, c'est que le chirurgien, on imagine qu'il est assis dans le sinus non coronaire, donc qui est souvent le non-facing sinus, qui est le sinus le plus antérieur. À sa main droite, c'est le sinus 1 et à sa main gauche, c'est le sinus 2. Et donc la disposition modale, c'est 1 LCX 2R. Moi, j'étais un peu récalcitrant au début à cette classification qui est beaucoup utilisée par par les anglo-saxons en général. Et en fait, elle a l'avantage d'être simple. Les types A, B, etc., c'est souvent un peu confusiogène. Là, au moins, il n'y a pas de confusion. Si mon échographiste il me dit l'anatomie, c'est 1 LCX2R, ben, je sais exactement de quoi il parle. Et ça permet d'avoir un langage un peu universel. Euh, Donc là, vous avez d'autres anomalies coronaires qui sont décrites. Vous les voyez ici. Donc, ça, c'est la classification modale. Donc, ça se passe disposition modale, donc 1 LCX2R. Une variation qui existe assez fréquemment à tel point qu'elle est peut-être pas une anomalie, mais juste une variation. Tant plus que les résultats sont excellents avec cette disposition anatomique. C'est quand la CX naît de la droite avec une boucle postérieure. Donc ça, du coup, ça donne si je suis le chirurgien sinus, à ma main droite, j'ai un L, left, et deux CXR. Ok. Une autre, si vous avez par exemple la droite qui naît du sinus ici, donc ça va être un R, 2 LCX. Ok. Je pense que vous voyez bien. De la même manière ici, une autre disposition qu'on rencontre régulièrement, c'est quand la droite naît de la gauche. Donc là, ça va être 1 RL avec la CX qui est toute seule derrière du sinus 2. Donc là, 1 RL, 2 CX. L'avantage de cette... donc ça, c'est dans la modification récente, là, qu'à 3 ans, notamment ce qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté cette petite étoile qui est en fait le facteur pronostic majeur. C'est la présence d'un trajet intramural. Ça, c'est hyper un trajet intramural interartériel. Vous voyez par exemple cette CX là, la gauche est la CX. Si elles naissent, si elles font une boucle comme ça ici en arrière, eh bien là, la réimplantation va être pas facile. Mais en tout cas, si vous avez un trajet qui est comme ça, qui est interartériel, intramural, rétrocommissural, là, le prélèvement de ce bouton coronaire et la réimplantation va être beaucoup plus difficile. Donc, cette petite étoile, elle a l'air de rien, mais elle permet d'identifier clairement la présence d'un trajet interartériel.
Et donc ici, dans une série de 103 malades, 103 patients, vous avez les types anatomiques les plus fréquents de disposition coronaire. Donc ça, c'est une transpo vaisseau antéro-postérieur, enfin droite et gauche. Là, c'est side by side et là, c'est purement antéro-postérieur. Et vous voyez que dans la majorité des cas, les dispositions, c'est un LCX2R ou un L2CXR. J'ai l'impression de parler un peu robotique, mais je peux vous envoyer les références et si vous regardez, vous comprendrez que c'est assez, ça peut devenir fluide. Et donc les dispositions qu'on craint le plus, là, c'est de l'ordre de 3 à 5% les trajets intramuraux. Donc un LCX2R, donc type A normal, c'est la majorité des cas, 60% des cas. La réimplantation, elle est assez usuelle. Là, ici, par exemple, vous comprenez le problème si la droite naît de la gauche. Le problème, c'est qu'il va falloir réimplanter cette coronaire très loin et il y a un risque de faire un stretching là, de cette coronaire droite et de créer une sténose à cet endroit-là. Donc, c'est une vue d'artiste, mais qui permet assez bien de comprendre la problématique. Donc là, un des enjeux, ça va être de bien libérer cette coronaire. Éventuellement de sacrifier une petite branche infundibulaire qui un petit peu bloque si cette branche est petite, hein, qui bloque cette coronaire droite. Ensuite, le concept du trapdoor, on en fait volontiers. Ça permet un petit peu de modifier l'orientation, euh, modifier l'orthogonalité de la coronaire par rapport à la néo-aorte. L'alignement commissural, c'est une problématique qui est contemporaine, qui coexiste avec les coronaires. Dans l'idéal, vous avez des coronaires alignés. Donc, vous voyez ici, donc ça c'est vous voyez les coronaires qui se regardent. Et ici, vous avez des commissures pardon, qui se regardent. Et ici, vous avez des commissures qui se regardent pas. Ça peut poser des problèmes ou pas. Par exemple, ici, vous voyez que vous avez un vrai mal-alignement commissural. Donc là, il va falloir réimplanter les deux coronaires dans ce même sinus. Ce qui peut poser problème parce que les sinus, ça reste petit. Une fois qu'on a sectionné, c'est encore plus petit. Donc ça peut rendre la chirurgie complexe. De la même manière, la proximité des coronaires euh, avec les commissures peut poser problème parce que c'est du tissu qui est difficile à prélever. Il ne faut pas hésiter à aller très bas, déstabiliser éventuellement un petit peu la valve néo-pulmonaire pour avoir une bonne collerette de coronaire. Là, je vous montre une coronaire donc, type C de Marina Long, mais en gros qui serait une coronaire donc 2 L CX étoile R. Donc, vous avez la même année, on fait donc ça c'est une autre chirurgie. Ici, vous avez l'artère pulmonaire en postérieur, le clan aortique. Ici, l'aorte qui a été sectionnée de manière transversale. On commence à prélever la coronaire. Et donc là, on descend. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit euh, cette coronaire qui est un petit peu grosse. Donc là, on descend le long de la commissure. Et en fait, dans ce sinus, le sinus 1, vous trouvez pas de coronaire. Et en fait, la coronaire, hop, on va faire une petite pause. Vous avez ici la coronaire droite et la coronaire gauche, en fait, au lieu de s'être connectée au milieu du sinus, en fait, elle a un trajet intramural, rétrocommissural, interartériel et elle vient s'aboucher ici. Donc l'enjeu, c'est de prélever une grande collerette de tissu. Généralement, il y a un petit peu de silence au bloc à ce moment-là. On détache la commissure pour être large autour du enfin autour de l'ostium coronaire. On a un trajet qui est intramural. Donc l'idéal chez ces malades-là, c'est de diviser en deux ostias différents. Donc là, étant donné qu'on avait un trajet mural, on pouvait le faire. Donc on fait ce qu'on appelle un unroofing. Ensuite, on sépare les deux coronaires avec ce qu'on considère une collerette suffisante. On aurait voulu avoir plus, mais c'est suffisant. Et de la même manière que d'habitude, on réimplante la coronaire gauche et la coronaire droite dans le, la racine néo-aortique. Et donc à la fin, voilà l'aspect qui ressemble beaucoup à ce qu'on a pour des coronaires normales. Les réinterventions, donc c'est
Réintervention sur les coronaires principalement, même si c'est devenu vraiment rare aujourd'hui. Et les réinterventions sur la voie aortique, ça c'est une problématique qu'on rencontre, j'ai envie de dire un peu de plusieurs plus fréquemment. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que on a une incidence de réintervention, de nécessité de réintervention sur la voie néo-aortique qui est importante autour de 15-20 ans pour fuite, de marqué sténose, mais c'est des fuites, euh, après la chirurgie. Et ensuite, il y a le problème de la dilatation de la racine néo-aortique, qui est en fait donc une racine pulmonaire mise en position aortique. Et donc, on se retrouve régulièrement avec des racines qui sont un peu dilatées, qui font 48, 50, 52, et pour lesquelles les indications opératoires sont pas tout à fait claires en l'absence de fuite aortique associée. Mais ça, c'est un autre problème. On passe vite fait à la préparation ventriculaire, qui a déjà été évoquée, mais je trouve que c'est toujours intéressant, surtout pour vous qui aimez bien la physiologie, physiopathe. Donc, le concept de la préparation ventriculaire, donc ça a été décrit par, encore une fois, Yacoub, docteur Yacoub. Donc ça, c'est pour les transpos découvertes tardivement, les transpos CIV découvertes, les transpos sans CIV ou avec CIV restrictive découvertes tardivement. C'était une situation qui était assez fréquente dans les années 90, début des années 2000, avec le diagnostic un peu tardif des pays qui étaient réalisés dans les pays émergents. Donc, on voyait quand même régulièrement des patients venir se faire opérer en France avec des transpos sans CIV diagnostiqués à 3 mois, 6 mois. On a vu même plus, on a vu 1 an et demi. Ça reste relativement rare. C'est une problématique qui est encore rencontrée dans les pays émergents et le centre, notamment en Égypte, là, ils ont un nombre important de patients avec des transpos non opérés vieillis. Donc la problématique, on l'a dit, c'est que le ventricule gauche se retrouve en position sous-pulmonaire. Les résistances vasculaires pulmonaires diminuent dans les premiers jours, premières semaines de vie. La post-charge ventriculaire gauche diminue. Le ventricule gauche se démuscle. Le principe de le remuscler, eh bien, en fait, pour le remuscler, on peut faire un cerclage. Souvent, le cerclage pulmonaire, ça entraîne une désaturation. Ça augmente le shunt et ça fait désaturer. Donc, on peut réaliser en plus un shunt systémico-pulmonaire pour améliorer la perfusion pulmonaire et donc la saturation. Le post-op, il est souvent un peu touchy parce que c'est malade difficile à manager entre un cerclage, un ventricule gauche démusclé. En fait, ce qu'il faut, c'est cercler pour que le ventricule gauche se muscle, mais pas trop pour que le ventricule gauche ne s'effondre pas. Donc, il faut trouver le bon compromis. Généralement, si le malade est trop facile à manager en post-opératoire, c'est peut-être que le malade n'est pas assez cerclé. Et à l'inverse, si vous cerclez trop votre malade, ben, le ventricule gauche, il va s'essouffler et vous allez vous retrouver avec un malade très instable, très difficile à manager. Des situations qui sont quand même de moins en moins fréquentes. Donc ces malades-là, la stratégie, c'est on les cercle, on leur fait un shunt volontiers, après ils vont en réa plusieurs jours, on les surveille en échographie, et quand le ventricule gauche commence à s'épaissir, quand la paroi du ventricule gauche s'épaissit, on envisage de faire un switch artériel, qui en pratique n'est pas toujours faisable. Donc VGD préparé, donc ça c'est un petit algorithme, j'aime bien les algorithmes. VGD préparé, mais pas trop, on dit que ça va passer, on peut faire switch artériel plus ECMO post-op. Situation assez rare. VGD préparé un peu plus tard, là vu un peu plus tardivement, donc cerclage, shunt et switch artériel à J10. En pratique, c'est jamais J10, c'est entre J5 et 3 mois de préparation. Mais, et ça c'est l'expérience des centres qui voient souvent des malades comme ça, VG dépréparé, vraiment vieilli, 6 mois, 1 an. Il n'y a pas de honte, on peut faire un switch atrial. Ces malades, on les switch. On passe pas par le long step de préparation ventriculaire. Alors c'est peut-être une solution qui est plus adaptée aux pays émergents, mais en tout cas là vous avez une chirurgie qui est safe avec un malade qui va bien pendant au moins 20-30 ans et il y en a qui vont même bien au-delà.